Bonsoir. Ce ne fut une fête que de nom, la fête internationale du travail pourtant tombée en plein week-end le samedi 1er mai 2021. La 135e édition de toute l'histoire et la deuxième célébrée au Cameroun sans flonflon ni fanfare. La faute au coronavirus qui a donc une fois de plus grippé les festivités au point d'apparaître dans le thème de l'événement comme un symptôme grave du malaise ambiant. D'où la formulation monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. Des entreprises du reste frappées de plein fouet, si l'on en croit en tout cas les indicateurs de 2020, et qui ne se sont guère améliorés. 54 000 salariés à plein temps mis en chômage technique et près de 14 000 licenciés, selon un bulletin de santé économique publié par le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. La sagesse de Confucius est, pour une fois, dépassée. Le philosophe chinois qui recommandait de choisir le travail que l'on aime, c'était au VIe siècle avant notre ère, une antiquité désormais révolue de nos jours qui contraint tout simplement au réalisme. Le cas du travail et des travailleurs est-il pour autant désespéré au Cameroun? Réponse sans masque d'un travailleur de premier plan nommé Grégoire Oona. C'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Séance de travail avec lui, loin de son cabinet comme invité de Actualité Hebdo ce dimanche. Grégoire Oona, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ngok, et merci de m'avoir invité. Alors, on vous a vu le 21 avril dernier prendre votre vaccin anti-Covid aux côtés de certains de vos homologues du gouvernement. Comment vous sentez-vous 10 jours plus tard environ? Je me sens bien et j'observe. Alors, vous vous sentez bien, on va le dire comme ça, tout simplement, mais peut-on en dire autant du monde du travail? Vous me permettrez de vous contredire quand vous affirmez que ce ne fut qu'une fête de nom. C'était effectivement une vraie fête du travail. Sans la parade habituelle et les danses, le défilé en moins également. Mais personne n'a interdit, si c'est le cas, aux travailleurs de se regrouper en petits comités et ils l'ont fait. Il y en a qui se sont retrouvés en petits comités pour respecter la distanciation. C'est-à-dire moins de 50 personnes. Voilà. Et qui ont fait les réjouissances qu'ils pouvaient. On n'a pas eu droit à la grande parade. Certains se sont sentis frustrés pour cela. Mais comme c'est pour la bonne cause que nous sommes en train d'observer cela, je crois qu'il n'y a pas lieu de le dramatiser. Ça montre tout simplement que le monde du travail ne se porte pas bien. Et quand vous ajoutez les chiffres que vous venez d'annoncer, sur lesquels je voudrais quand même me permettre d'émettre quelques réserves, parce que les chiffres de nos statisticiens au ministère sont nettement en dessous. Il est bon que vous puissiez, si les employeurs ont effectivement déclaré qu'ils ont perdu tous ces emplois dans leurs entreprises, il est bon que la CNPS vous confirme qu'ils ont effectivement aussi déclaré que ces gens figuraient bien dans les registres. Vous pouvez donner vos chiffres, Monsieur le ministre. Ils sont en dessous du millier, malheureusement d'ailleurs. Mais toujours est-il dit qu'un emploi perdu, c'est un emploi de trop perdu. Mais ce n'est pas nécessaire d'aggraver. Alors, sans aggravation du tout, revenons et parlons une fois de plus de ce thème qui met donc au cœur du débat la santé des travailleurs, comme envisagé comme un défi majeur, on le dit. Mais que fait le gouvernement pour assister les entreprises et les travailleurs dans ce contexte de Covid-19? Le gouvernement a mené ce combat en toute première ligne et en toute première responsabilité, parce que face à une pandémie, la responsabilité du gouvernement est la première. Mais aussi, il faut savoir qu'en second lieu, la responsabilité des entreprises suit. Et en troisième lieu, celle individuelle des travailleurs.
Ça, je pourrais dire que c'était au début de la pandémie. Il est bon que nous sachions qu'au stade actuel, plus d'un an après le début de la pandémie, j'ai envie de dire que cette échelle de responsabilité devrait être inversée. C'est-à-dire que, en tout premier lieu, devrait venir la responsabilité individuelle du travailleur, qui a un certain nombre de choses à observer. Et ensuite, la responsabilité de son entreprise ou de son administration, avant de remonter à la responsabilité du gouvernement et de l'État, qui continue d'ailleurs à faire, à mon humble avis, ce que l'État a à faire. C'est-à-dire quoi? Toutes les mesures que l'État a annoncées, faut-il vraiment qu'on les rappelle une à une? Peut-être pas forcément, mais bon, dites-nous ce que vous, à votre niveau, vous avez essayé de faire. Au niveau du ministère, alors. Au niveau du ministère. Voilà. Au niveau du ministère, nous avons transformé les mesures gouvernementales au niveau de notre administration et de tous ceux qu'on appelle les partenaires sociaux dont nous avons la responsabilité et avec qui nous entretenons des rapports de travail. Nous avons organisé des séances de vaccination, mais nous nous rendons compte quand même que, en ce qui concerne la vaccination, les gens sont encore très réticents et comme c'est quelque chose de volontaire, nous pouvons tout simplement les inviter à se vacciner. À faire comme vous-même. Voilà. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du travail à distance, en visioconférence. Comment vous parvenez à concilier ce travail-là avec les exigences de discipline qui étaient contenues et qui le demeurent d'ailleurs dans une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et qui rappelait donc au gouvernement la nécessité de mettre les gens au travail pour lutter contre l'absentéisme. Oui, mais le problème, c'est quelque chose qui doit s'adapter à des circonstances particulières, à des moments particuliers. Il est vrai que l'employé qui est là pour transporter des chaises ne va pas les transporter à l'aide d'un micro-ordinateur à distance. Donc ça dépend des emplois. Ce serait insolite. Ça dépend donc des emplois, ça dépend des moments, ça dépend des urgences. C'est quelque chose qui doit s'adapter au travail dont on parle, au moment qu'il faut. Et s'il y a des réunions de coordination au niveau des services, au niveau des directions, chaque directeur peut savoir comment il peut organiser, comment il peut suivre la présence effective, comment il peut évaluer son personnel par les résultats qu'ils font. Parce qu'en réalité... Ce que vous dites là, Monsieur le ministre, signifie qu'il n'y a pas de cas d'indiscipline qui vous sont signalés, notamment d'absentéisme du fait du Covid-19 ? Pour le moment, il n'y a pas eu de cas qui me soient signalés du fait du Covid. Mais il faut dire qu'il y a eu des gens qui ont voulu abuser, qui ont voulu utiliser le Covid pour être absents. Et vous avez sévi. On les a rappelés à l'ordre très rapidement. Alors, parlons un peu des travailleurs, Monsieur le ministre. Certains travaillent des dizaines d'années dans des structures. Prenons par exemple les communes, les collectivités territoriales décentralisées, vont à la retraite et ne parviennent même pas à percevoir leur pension retraite une fois à la retraite. Vous êtes au courant de cela? Est-ce que c'est normal? D'abord, si c'était vrai, je vous répondrais que ce n'est pas normal. Mais c'est un problème qui a existé et qui est déjà résolu depuis bien longtemps. Voyez-vous, il y a eu des maires qui n'ont pas reversé les cotisations qu'ils retenaient aux employés de mairie. Ce n'est pas une mairie, c'est des centaines de mairies au Cameroun qui ont eu le problème. Il a été arrêté très simplement que chaque commune propose un moratoire à la CNPS. La CNPS a même prolongé certains moratoires, des conditions très très souples, et a recommencé à faire face à ses obligations, que ce soit pour ceux qui étaient déjà allés à la retraite ou pour ceux qui sont encore au travail. C'est un problème qui a existé, mais qui n'existe plus. Et je vous mets au défi, pour ceux qui
sont encore sous ce problème. Les portes des inspecteurs du travail sont ouvertes. Les portes de la CNPS sont ouvertes. Ils y trouveront l'accueil qu'il faut et le problème sera réglé. Sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, il est resté statique depuis plusieurs années, alors que vous savez vous-même qu'on ne peut pas en vivre décemment pendant un mois. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? D'abord, il va falloir qu'on parle de la même chose. Quand vous parlez du SMIC, c'est quoi le SMIC? C'est quoi le SMIC, monsieur le ministre? C'est quoi le SMIC? On va parler de ça rapidement. C'est le salaire minimum garanti par tout le monde. Donc c'est le plancher. En dessous du SMIC, vous ne devez pas aller. Actuellement, le SMIC est à 36 000 au Cameroun. Mais nous continuons. Avant de regarder les sociétés, on va parler de ceux qui sont virulents et qui critiquent le plus le SMIC. C'est-à-dire vous et moi. Moi, j'émets des constats. Les chefs de service, les directeurs, les secrétaires généraux, les ministres, c'est tout ce monde-là qui dit le SMIC est bas. Mais tous, quand vous allez chez eux, et malheureusement, nous, à l'inspection du travail, nous n'avons pas encore le droit d'aller contrôler chez eux, mais il nous revient que tous ces grands de la République payent leurs employés à 25 000, à 20 000, à 15 000. Or, le SMIC est quand même fixé à 36 000. Alors, comment se fait le SMIC? Le SMIC est arrêté et publié par un décret. Mais ce n'est pas le Premier ministre ou le Président de la République ni le gouvernement qui fixe le SMIC. Le SMIC est le produit d'une négociation entre, d'un côté, les travailleurs représentés par leurs syndicats et de l'autre, les employeurs représentés par leurs organisations patronales, l'État ne jouant que le modérateur. Et là, ils s'accordent pour dire nous ne pouvons payer que tant. Et c'est le minimum plancher. En l'état actuel, les travailleurs ne sont pas satisfaits. Mais c'est normal, ils ne sont pas satisfaits parce que c'est peu. Mais vous verrez, dans la réalité, c'est quoi? Il ne s'agit pas de discuter des choses virtuelles. Nous sommes là dans le monde de la réalité parce qu'un salaire, c'est du concret. Mais vous verrez que dans certaines sociétés, et elles sont nombreuses, je vais vous en citer une seule, celle que je connais le mieux parce qu'elle est sous la tutelle du ministère du Travail. Vous arrivez à la CNPS, vous ne verrez personne qui a un salaire en dessous de 100 000 francs. On va dire que c'est le meilleur élève, mais il y en a d'autres qui tirent le diable par la queue. Je vous ai cité d'autres déjà. Tous les employés de maison, et ça c'est un secteur qui nous intéresse de plus en plus, tous les employés de maison, ils perçoivent des salaires de misère, personne n'en parle, et nous nous y intéressons de plus en plus. Donc, je disais alors, lorsque les sociétés, notamment du secteur agricole, vous disent nous ne pouvons pas, et chiffres à l'appui, nous ne pouvons pas verser un salaire supérieur à 36 000. Ils vous démontrent cela, l'autorité qui est l'État va accepter cela. Mais seulement ces sociétés, souvent, elles offrent beaucoup d'avantages. Elles payent peut-être le SMIC, et même aujourd'hui, ces sociétés payent un peu plus que le SMIC. Elles payent le SMIC, souvent elles donnent un logement, parfois elles donnent de l'eau, de l'électricité à ces gens. Quand vous réunissez tout ça, vous arrivez à un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire du tout, et là je suis formel, ça ne signifie pas que c'est suffisant. Mais le SMIC, je voudrais vous dire, dépend du niveau de l'économie d'un pays. Nous allons poursuivre cette discussion, Monsieur le Ministre. Juste un arrêt pour écouter un autre son de cloche, notamment dans celui de ceux que vous appelez vous-même vos partenaires, les syndicats, pour savoir si, par 7 ans de Covid-19, leurs revendications ont été mises en confinement. C'est un élément tourné par Oswald Medong. Dans le monde du travail, ils sont les avocats des travailleurs, véritables contrepoids face aux employeurs. Les syndicalistes ont fait de la revendication pour les meilleures conditions de travail leur credo. On aurait cru qu'une crise sanitaire aurait pu freiner leur velléité. Que non.
Les revendications ne sont pas en confinement. Au contraire, le Covid a relevé, est venu appuyer ce que nous demandons depuis, que le travailleur doit être protégé, que la santé du travailleur est primordiale, parce que le secteur productif ne se nourrit que des travailleurs en bonne santé. La pandémie du Covid-19 qui frappe de plein fouet le monde du travail est venue redistribuer les cartes avec de nouvelles exigences. Pas de confinement donc pour les revendications syndicales. Avant le Covid, il y avait des revendications. Après le Covid, il y aura des revendications et après, il y en aura. Sinon, l'activité du syndicalisme va disparaître. Le Covid est venu ajouter en fait une autre problématique. C'est la problématique justement de la protection de l'environnement du travail. Plus que jamais, employeurs et syndicats sont appelés à harmoniser leurs positions pour préserver le capital humain que représente le personnel. C'est sur la table de négociation qu'on s'assied et puis nous convenons avec les employeurs et le gouvernement des modalités pratiques peut-être pour surseoir un tout petit peu aux revendications. Il a donc fallu faire des concessions. Dans les activités où il faut employer 10 personnels, on est obligé de revenir à 5 personnels. Nous essayons de déployer les personnels qui ne sont pas utilisés dans le projet X, dans le projet Y qui vient peut-être de commencer. Continuer d'exister malgré une pandémie qui touche autant l'employeur que l'employé, sans distinction. Lorsqu'un personnel est victime de Covid-19, la première des choses, c'est l'isolement. C'est l'isolement et l'isolement du personnel concerné et des supposés cas contacts. Et nous suivons avec le personnel de santé auquel il est rattaché l'évolution du cas. Et si la pandémie ne leur offre pas le terrain d'expression des grandes parades du 1er mai, elle n'a pas douché l'ardeur des syndicalistes, ces défenseurs souvent acharnés du travailleur, quel qu'il soit et où qu'il soit. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement, le coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Souhaitez-vous, Monsieur le ministre, réagir à certaines de ces prises de parole? Forcément que ça appelle des réactions. Je voudrais dire que je suis d'accord avec vous, avec les syndicalistes, que le monde syndical a continué à se comporter en termes de revendications comme s'il n'y avait pas de Covid. Ils continuent à jouer leur rôle. Et je voudrais dire ici, haut et fort, qu'il n'est pas interdit de faire des revendications, mais il y a toujours un cadre où il faut le faire. Et il y a des étapes qu'il faut franchir. Tant que l'outil de travail est préservé, tant que chacun respecte les règles, il n'y a pas de problème. Alors, puisque nous parlons des revendications et des problèmes des travailleurs, dites-moi, Monsieur le ministre, le climat social en ce moment, le climat social, des nouvelles que vous en avez, est-il bon? Le climat social est d'abord un peu pourri par cette pandémie. Quel que soit le cas, l'impact est très très important. Et ça, quelque peu, pas encore peut-être changé, mais ça nous invite aussi à réfléchir aux changements qu'il pourrait y avoir après la pandémie, parce que nous espérons qu'il y aura une après-pandémie. Et nous devons nous mobiliser tous, autant que faire se peut, parce que pour continuer à faire des revendications, pour continuer à faire des grèves, pour continuer à faire des marches, il faut qu'on soit vivant. Donc il faut qu'on commence par se mobiliser. C'est ce qui a justifié d'ailleurs le thème qui a été choisi, celui de la pandémie et du travail. Il faut qu'on continue de vivre. Donc
mobilisons-nous d'abord pour que nous sauvions notre santé et celle de nos entreprises. Vos rapports avec les syndicats sont-ils bons? Mes rapports avec les syndicats, je ne devrais pas parler de mes rapports avec les syndicats. Les rapports entre le gouvernement et les syndicats. Entre le gouvernement et les syndicats sont les rapports d'un gouvernement et des partenaires sociaux, c'est-à-dire des bons rapports de travail. Je vous pose cette question parce qu'on a souvent accusé le gouvernement de faire ami-ami avec les syndicats pour, on va dire, endormir les consciences. Ça a été le cas avec l'Union nationale des travailleurs du Cameroun. C'est encore le cas avec la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Comment ça? Que certains vont même jusqu'à présenter comme une sorte d'annexe du RDPC. C'est exagéré, non? Non, je crois que non seulement c'est exagéré, mais c'est faux. Parce que moi, je vois plusieurs revendications de ces syndicats auxquelles le gouvernement donne suite après d'âpres négociations, de vraies négociations. C'est des structures qui ont été créées. Elles ne sont pas propres au Cameroun, elles sont dans d'autres pays, et puis j'allais dire dans le monde entier. Elles dépendent des conventions que nous avons signées. Les syndicats doivent exercer leur activité librement. Et c'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas interdit de revendiquer. Et donc vous nous rassurez ce soir que vous nous rassurez ce soir que les syndicalistes ne sont jamais reçus nuitamment pour dealer avec le gouvernement. Ce n'est pas nécessaire de les recevoir nuitamment pour dealer. On peut discuter et on a souvent l'habitude de négocier les revendications qu'ils font. Il faut pouvoir leur dire la vérité. Ce qui gêne, c'est que tous ces détracteurs qui trouvent que nous sommes amis avec les syndicalistes, ils ne connaissent pas la vérité. D'abord, les syndicalistes font, pour la plupart du cas, des revendications qui sont justes, des revendications qui sont légales. Et quand ils vont au-delà de ce qu'ils doivent faire. Nous avons la responsabilité et le devoir de leur dire non, là vous allez là où vous ne devez pas aller. Et souvent les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Il y a des jusque-boutistes qui pensent que tout est possible et qu'on est encore dans un Cameroun où dès que vous dites que ce stylo est bleu, je ne vais pas vérifier qu'il est bleu, je vais dire oui monsieur. C'est terminé ça. On est dans un monde de liberté et d'état de droit. Quand on observe aujourd'hui certains modes d'ascension sociale sur lesquels je ne souhaite pas revenir, si vous en parlez, il faut nous clarifier pour qu'on se comprenne. Ce sont des modes d'ascension qui ne sont pas toujours relevant de la logique. Est-ce que le travail garde tout son sens et toute sa valeur? Non, le travail gardera toujours tout son sens et toute sa valeur. Si vous voulez faire appel, si vous voulez faire allusion à des gens qui ont des promotions alors qu'ils sont incompétents, ils atteignent tout de suite. Je vois qu'on s'est bien compris, monsieur le ministre. Voilà. Donc ils atteignent très rapidement leur niveau d'incompétence et ils chutent tout seuls tranquillement. Si vous voulez favoriser des gens qui ont des moralités douteuses, un beau jour, ils s'en vont faire un truc. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire... On peut se tromper aussi. Les décideurs peuvent aussi se tromper. Parfois, ils peuvent donner des sanctions sur une appréciation dont ils n'ont pas eu toutes les données. Mais ça, c'est un cas qui peut arriver aussi. Donc, je voudrais que ça ne soit pas un mode de gouvernement, non. Un mode d'administration, non. Qu'est-ce que vous souhaitez que les travailleurs retiennent aujourd'hui de la célébration qui vient de s'achever et notamment de votre déclaration? Je voudrais qu'ils retiennent qu'il faut absolument qu'on se mobilise pour faire reculer et faire disparaître la pandémie. Ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, nous aurons notre santé, ça nous permettra de nous mobiliser pour faire des revendications,
ça nous mobilisera pour faire des marches si on veut marcher ou courir, ça nous mobilisera pour faire des grèves si on veut faire des grèves. Mobilisation aussi pour plus de solidarité dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on parle d'un SMIC qui est faible. Mais le problème du SMIC et des entreprises, c'est que dès qu'on veut augmenter le SMIC pour les salaires faibles, même les cadres supérieurs veulent qu'on augmente aussi leur salaire. Alors, un peu de solidarité, pourquoi ne pas accepter d'augmenter les plus petits, les plus grands, gardant déjà le bon niveau de vie qu'ils ont, pour que les entreprises puissent faire face à toutes ces dépenses. Très bien. Sortons un peu de votre cabinet de ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour ressusciter une de vos casquettes qui n'est pas toujours connue. Vous faites partie des pionniers comme patron de presse au lendemain de la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale. C'est bien cela? Oui, bien avant même. Alors, quel est le regard que vous posez aujourd'hui sur l'usage que font les Camerounais d'une manière générale on va dire, des réseaux sociaux en ce moment où nous célébrons également, en tout cas le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse? Le chemin parcouru a été très long et très positif. Parce qu'à l'époque où moi je crée le tout premier quotidien privé dans la presse, vous preniez vos articles, la Morasse, vous alliez au MINAT, et le MINAT vous donnait le OK pour publier. Si le MINAT enlevait 1 ou 2 articles, vos pages sortaient noires ou alors vous remplaciez les articles. C'était infernal. Alors, les gens ne savent pas d'où on vient. C'était très difficile. Il n'y avait pas la liberté. Aujourd'hui, nous sommes passés de la non-liberté à trop de liberté. Et donc vous êtes nostalgique de l'époque de... Non, je ne suis pas nostalgique. Je décris pour ceux qui ne savent pas. Je décris pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient conscients qu'il y a eu une bonne évolution que j'apprécie, puisque moi, je me suis battu, je me suis plaint, je me suis battu pour qu'on ait cette liberté même. Aujourd'hui, comment cette liberté est utilisée, notamment, vous avez posé le problème... Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Écoutez, je ne voudrais pas m'attarder sur tous les côtés négatifs, parce qu'il y en a quand même beaucoup, des côtés négatifs des réseaux sociaux. Beaucoup de Camerounais se sont cachés derrière les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, pour insulter, pour distiller des discours de haine et non plus d'amour. Pourtant, le chef de l'État nous rappelle, soyez des followers positifs, actifs, et non des suiveurs. Alors, je dis tout simplement que nous avons intérêt à utiliser, à prendre les côtés positifs qui nous permettent d'avancer dans les progrès aujourd'hui par les réseaux sociaux, par les technologies nouvelles de l'information. Et ces côtés, il y en a pas mal. Donc vous me permettrez de m'attarder peut-être un peu sur ces côtés positifs qui vous permettent aujourd'hui, vous et moi, de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est les nouvelles technologies qui l'ont permis, qui vous permettent aujourd'hui, nous par exemple, le gouvernement est membre de l'Organisation internationale du travail, nous faisons des réunions du monde entier depuis l'arrivée de la pandémie. Nous sommes connectés à 180 pays, nous conversons. Ça, c'est des choses, c'est des pas importants. On peut faire des grandes économies. Je voudrais que vous attardiez surtout sur les fake news. C'est carrément le lot quotidien. Vous qui avez expérimenté l'époque de la censure, vous pensez qu'il faille revenir à cette période où il faut un plus grand resserrement? Non, je pense qu'on ne peut même pas revenir à cette période. Il ne faut pas faire le nostalgique, justement,
on ne peut pas revenir. Mais je pense que je suis membre du gouvernement et je me sens très à l'aise de dire que fake news, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est-à-dire, le président de la République a créé un certain nombre d'organismes. Il y a un ministère des Postes, il y a Antic, IA, et s'il en manque, on peut encore en créer. Il faut frapper. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends mon téléphone, je fais un message où je peux l'envoyer n'importe où, on peut me repérer. Donc, il faut que la police scientifique fasse son boulot, il faut que des agences comme Antic fassent leur boulot, mais il faut, et on revient à la responsabilité individuelle dont je parlais, il faut que celui qu'on a attaqué se plaigne aussi. Parce qu'on va vous dire, la police va vous dire, ah, moi, on n'est pas venu me voir. Le magistrat va vous dire, ah, est-ce qu'on a porté plainte? Mais il faut que l'État joue son rôle, il faut punir. Ça, c'est la position que l'utilisateur que je suis préconise. Si on ne frappe pas, et jusqu'à présent, on ne frappe personne. Les gens continuent à annoncer des deuils des gens qui sont vivants, les gens continuent... Même ceux qui partagent, là, on vous envoie la photo d'un dignitaire comme le cardinal Toumi, vous vous mettez à partager ça. Mais on doit vous frapper. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas. Pour vous, en tout cas, il faut sanctionner. L'État doit sévir. C'est également la même chose pour ce qui concerne le discours de la haine, comme l'a constaté la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Oui, moi j'ai vu ça, j'ai vu comment les gens se plaignent, pleurnichent, mais il faut sévir. Mais est-ce que ces discours de haine... Vous connaissez un père ou une maman qui apprend à son enfant à haïr? On est tous partis des familles. Notre culture d'Africains nous apprend des choses. Après, la société s'empare de nous et on devient n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Il faut sévir. Grégoire Ouna, le discours tribal et le discours de haine, est-ce qu'il n'est pas le reflet de la société réelle qui est maintenant transposée dans la société virtuelle? Non, je ne veux pas croire que c'est la société. J'ai écouté un dignitaire qui vient de nous quitter. Je crois sur votre télévision, vous étiez en train de reprendre une interview de Feu Pokossi, qui meurt à 89 ans. Il dit, il ne savait pas qu'est-ce que c'est qu'un Bamileke, un Béti, un Douala. Quand ils étaient, il y avait des internats. Non. Ce n'était pas notre préoccupation. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire? Non, il faut sévir. Quand on aura frappé quelques-uns, c'est des gens qui veulent utiliser la tribu. Et les politiques que nous sommes, nous avons une grande responsabilité dans tout ça. C'est nous qui avons amené les replis identitaires. Moi, je le connais d'autant plus que j'ai été conseiller municipal à Douala, qui n'est pas mon village. J'ai été député là-bas. Je sais comment on m'a jugé dans mon village d'origine. Je sais comment on m'a jugé à Douala. Les politiques ont leur part de responsabilité. Parce que chacun veut rentrer au village, montrer que c'est lui qui est populaire dans son village. Pourtant, il peut être populaire ailleurs. Les politiques ont leurs responsabilités. Et l'État doit rester fort et sévir sur cette dérive. Sur ce plan, individuellement ou en tant que responsable politique, je prends mes responsabilités, je dis, tant qu'on ne punit pas, ça va continuer. Ça va continuer. Mais les gens, vous voyez, quelqu'un est de l'extrême nord, il vient épouser une femme au sud, il va épouser une deuxième femme à l'est. Alors, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il va détester plus les gens de l'est que les gens de... L'amour aussi, c'est un sentiment. Je voudrais qu'on s'oriente un peu vers un sujet qui nous met tous d'accord et qui nous unit. Il s'agit d'un digne fils du Cameroun qui fait la fierté de tout le pays, Francis Ngannou. Il est revenu au Bercail cette semaine et il a été accueilli en grande pompe. Je vous propose un portrait de ce champion du monde des poids lourds MMA. C'est un portrait signé Évariste Yenga. And news!
Le combat du sacre de Francis Ngannou à Las Vegas, aux États-Unis. C'est ici que le Camerounais a consolidé son statut de combattant et de vainqueur des titres majeurs. Ngannou est désormais champion du monde de catégorie poids lourd, MMA, les arts martiaux combinés. Une première pour son pays, le Cameroun, et pour son continent, l'Afrique. Le retour à sa terre natale déclenche alors les superlatifs. Triomphal, héroïque, magnifique, honorable, la liste est loin du terme. Le champion du monde a conquis l'affection du chef de l'État. Paul Biya lui a adressé ses félicitations, une reconnaissance à titre personnel et au nom de la nation tout entière, transmise par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Des frappes rugueuses du digne Camerounais et le monde entier fut subjugué par une telle vivacité, une telle pugnacité, une telle fougue. Ainsi, notre compatriote a su mettre en exergue ce fameux fighting spirit reconnu à nos lions indomptables, ce qui, pour reprendre ce credo cher au président de la République, son Excellence Paul Biya, doit être la marque déposée des athlètes camerounais. Et ce jour, vous avez si bien mérité votre surnom de Predator. Et la séquence est encore vive dans nos mémoires. Le nouveau champion du monde rêvait des podiums à l'entame de sa carrière. Mais jamais il ne s'imaginait auteur d'un succès à retentissement planétaire. Va-t-il reconnaître lors de sa prise de parole, compte tenu de la modestie de ses moyens de préparation et la situation sociale précaire de sa famille? C'est à la réalité parce que le champion du monde a vécu une enfance difficile, des lendemains incertains. Pour surmonter les obstacles, Francis a cultivé l'endurance, l'effort acharné, le mérite, donc le fighting spirit camerounais. Aujourd'hui, le succès est là, un succès débordant de leçons pour les plus jeunes, les débutants en arts martiaux combinés et les générations à venir. Le Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque comme je le fais, aussi simplement. Monsieur le ministre, vous êtes également très proche des milieux du sport. J'imagine donc que vous avez suivi cette actualité. Oui, j'ai suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Je dirais que j'en suis très fier. C'est un Camerounais qui a porté très haut le drapeau camerounais. Et proche des milieux de sport, puisque je suis vice-président du comité olympique sportif camerounais, entre autres. Entre autres choses. Et que je pratique moi-même le sport de troisième âge, quand même. Donc, en tout cas, vous êtes régulièrement aperçu au parcours Vita de Yaoundé. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de fierté. Et je voudrais m'interroger, parce que l'horizon est encore plus ou moins sombre. Qu'est-ce que nous faisons de nos sportifs de haut niveau? La façon dont le chef d'État aborde ces problèmes de sportifs de haut niveau, la façon dont il accueille ces victoires, la façon dont même il aide à construire ces victoires, devrait nous interpeller tous pour que le chemin soit mieux balisé encore. Ce qui est important, c'est le rêve et le travail. On a un rêve, on peut le réaliser grâce au travail. Alors vous nous permettez de revenir sur terre, c'est-à-dire
sur les problématiques qui vous intéressent au premier chef, les problématiques liées donc au travail et à la sécurité sociale. Dites-nous peut-être un mot sur les chantiers actuels de votre ministère, par exemple en ce qui concerne la réforme des régimes de sécurité sociale pour les agents publics comme pour les personnels du secteur privé. Où en êtes-vous? La réforme, c'est un bien grand mot. Bon, vous savez, le secteur public, il est géré par le ministère des Finances et le secteur privé par la CNPS. La grande réforme, en fait, aujourd'hui, porte sur l'assurance maladie. Et c'est un chantier que dirige avec beaucoup d'engagement le ministre de la Santé, et dans un comité dont je suis son vice-président, nous travaillons et nous avançons. Sinon, depuis ces 3-4 dernières années, on a commencé l'assurance volontaire qui compte aujourd'hui 250 000 assurés volontaires, qui permet déjà d'ouvrir la sécurité sociale à d'autres personnes que les salariés de l'État ou les salariés du secteur privé. Ça veut dire que c'est une assurance qui est ouverte à toutes nos populations paysannes, à tous les travailleurs du secteur informel, à pratiquement tous ceux qui ont une activité qui peut leur permettre d'adhérer moyennant ce qu'eux-mêmes déclarent qu'ils peuvent payer. Impossible de ne pas se rappeler que nous avons affaire ce dimanche au secrétaire général adjoint, naturellement, du comité central du RDPC. Un mot en politique, si vous le voulez bien. Votre parti vient d'achever la validation du sommier politique. Vos camarades de la base et certains Camerounais attendent le congrès. C'est pour quand? Écoutez, d'abord, la phase du sommier n'est pas achevée puisqu'on est encore en train de recevoir ce qui vient de la base. À la base, c'est peut-être fini. Vous avez donc dépassé les délais que vous étiez vous-même fixés? Non, on n'a pas dépassé. Il y a eu quelques retards dans les acheminements. Donc, nous sommes en train d'exploiter ce qui est arrivé. Le congrès du parti est lointain, mais certain. C'est une ancienne. Je reprends là une phrase que vous devez bien connaître. Il est certain mais lointain. La phrase du président national du RDPC. Il est clair que la date du congrès sera fixée par les instances appropriées, le moment venu. Retenez que le RDPC est un parti constamment au travail. Le RDPC est un parti qui se remet constamment en cause, qui s'interroge, qui se pose beaucoup de questions et qui prend des décisions en conséquence. Donc, s'agissant des questions, à la fois. S'agissant des questions, est-ce que vous êtes au courant au niveau du RDPC, du mouvement franquiste? Vous en parlez souvent. Qu'est-ce que vous en dites? Qui ça? Le mouvement franquiste. Qui en parle? Au niveau du RDPC, est-ce que vous suivez cette actualité? Écoutez, moi personnellement, j'ai lu des choses comme ça dans les réseaux sociaux. Mais je voudrais vous prier de ne pas m'emmener à parler des rumeurs. Autrement dit, au RDPC... Vous connaissez certainement, moi je connais M. Franck Biya, qui est le fils du président de la République. Alors, si les gens veulent savoir ce qui se passe, ils ont le loisir d'aller voir M. Franck Biya, qui est un adulte, qui est un travailleur, qui est quelqu'un de responsable, qui pourra leur dire ce qu'il veut faire. Mais je ne vais pas parler des rumeurs, des mouvements qui sortent des rumeurs, qui sortent de nulle part, parce que c'est dans les réseaux sociaux. Vous voulez m'emmener à en rajouter à une rumeur, une nouvelle... Pas ce dimanche, monsieur le ministre, nous en avons déjà suffisamment. Donc je crois qu'il faut rappeler, et c'est là ceux qui s'amusent avec les réseaux sociaux
Mais on n'avancera pas avec la rumeur, on n'avancera pas avec le mensonge. On avancera certainement avec la presse et nous célébrons ce 3 mai. Ah oui, on avancera avec la presse parce qu'il faut une presse pour qu'il y ait démocratie. Tout à fait. Et la presse camerounaise n'est pas la pire, mais elle a beaucoup de chemin à faire encore. Nous avons promené nos caméras dans la rue pour interroger quelques Camerounais. Ils se prononcent ici sur ce métier présenté comme le plus beau du monde. Est-ce qu'il fait encore rêver? C'est la chronique sociale L'air du temps de Franck Evina. On dit d'elle qu'elle est le 4e pouvoir. La presse et par extension tous les moyens de communication pouvant servir de contre-pouvoir au pouvoir incarnant l'État, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aux origines, elle était écrite. Avec le temps, elle s'est diversifiée, surfant sur les avancées de l'audiovisuel et du numérique. Une propagation qui n'a fait que renforcer l'influence des médias dans la société, selon ce journaliste de Cameroun Tribune. Le métier en soi, en lui-même, a toujours été passionnant. Il a toujours attiré pas mal de gens depuis la jeunesse. Il y en a qui en ont même fait un rêve. Le rêve dans tous les sens. De parcourir le monde, d'être en face des grandes personnalités, le rêve de la starmania. Certains professionnels de la profession disent qu'ils exercent le plus beau des métiers. Chauvinisme béat, peut-être bien. Il y a un grand ravin entre ce qui s'enseigne à l'école et ce qui se fait sur le terrain. Parce que sur le terrain, il y a une nouvelle norme. La norme est désormais au dénigrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect de l'éthique. Les canons du métier sont mis en mal. Du coup, pour les professionnels, pour les personnes avisées, le métier peut sombrer. Dans certains médias, on observe comme une consécration de l'infox et des genres journalistiques enseignés nulle part ailleurs que chez les francs-tireurs. On a également des médias qui détruisent leur devoir d'informer et qui utilisent ces canaux-là pour répandre la haine et semer la confusion. Pendant que les filous émergent dans la profession, se poursuit la lutte pour la liberté d'expression. La liberté de presse doit nécessairement être encadrée pour ne pas assister à toutes sortes de dérives. Si on avait même déjà passé le niveau d'encadrement, je pense qu'on vivrait pire aujourd'hui. Bon, maintenant, il y a parfois, on peut dire qu'il y a des excès d'encadrement qui font en sorte que des journalistes qui sont lourds, alors le journalisme qui est considéré sous d'autres cieux comme étant un 4e pouvoir n'en est pas un chez nous. Avancée mais aussi reculade, signe d'un statu quo permanent, comme si la presse évoluait à reculons. Monsieur le ministre, ces nouvelles sur la presse vous rassurent? Ben écoutez, je vous ai dit un peu ce que je pense de la presse camerounaise, qui n'est pas la pire, mais il y a des choses qu'elle doit faire et je crois que les correctifs viendront. Très bien. Vous êtes régulier sur les réseaux sociaux. Vous en faites d'ailleurs abondamment usage, mais de manière responsable. Je vous propose donc en un clic de retrouver les internautes de la CRTV qui vous ont posé un certain nombre de questions. D'abord, celle de Angèle BPD. Lorsque les congés n'ont jamais été payés dans une structure, quelle démarche entreprendre pour entrer dans son droit? Je voudrais d'ailleurs dire que quel que soit le problème qu'un travailleur a avec son employeur, l'inspecteur de travail est à sa disposition pour lui donner des conseils. Donc, l'employé dont on n'a pas payé les congés, qu'il aille voir l'inspecteur du travail, qu'il se plaigne et on fera tout ce qu'il y a à faire pour qu'il ait réparation. Rose Niaké vous pose la question suivante. Quelles sont les réformes qui ont été apportées dans le secteur du travail au Cameroun depuis que vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale? Bon, écoutez, votre question... Ce n'est pas la mienne. La question de l'internaute est une question qui nécessite une réponse très vaste. Elle peut nous amener à recommencer l'émission. Elle peut nous amener à recommencer l'émission, mais je vais lui dire 2 ou 3 choses très simples. D'abord, nous avons placé l'usager au devant de nos préoccupations.
ce qui nous a amené à revoir les délais de délivrance d'un certain nombre de choses. Par exemple, les médailles d'honneur du travail pour lesquelles les gens attendaient 1, 2, 3 ou 4 ans, nous avons ramené ce délai à un maximum de 6 semaines. Par exemple, les médecins du travail qui demandaient des agréments et qui attendaient 3-4 ans, pour certains même avaient attendu 6 ans, nous avons ramené ça à 8 semaines. Si après ces délais de 6 semaines ou de 8 semaines, vous n'avez pas une réponse, nous sommes obligés, nous demandons à nos collaborateurs, de vous adresser une justification écrite. Nous avons, suivant l'instruction du président de la République qui disait « Revoyez les procédures, allégez les procédures », nous demande le chef de l'État. Nous avons engagé une restructuration pour que le courrier fonctionne mieux, pour que les usagers du ministère soient plus à l'aise. Nous avons institué le principe suivant lequel chaque lettre qui arrive au ministère doit avoir une réponse. Même si nous ne pouvons pas résoudre vos problèmes que vous nous soumettez, nous devons vous dire, monsieur, nous avons reçu votre lettre, mais nous ne pouvons pas résoudre, ce n'est pas de notre domaine, et non dire comme les fonctionnaires avaient commencé à me faire des notes, il vous fait une longue note, soit il vous dit ça mérite d'être simplement et purement classé. Ou alors il vous dit une note et il vous dit des instructions sont attendues. Quelles instructions? Alors ça c'est des changements qui ont été faits. Il y en a des tas comme ça. En tout cas, nous aurons peut-être... Mais nous voulons vraiment replacer, comme le souhaite le chef de l'État, l'usager pour que nous soyons véritablement au service de l'usager. Je ne vais pas vous dire les évolutions qu'a connues le dialogue social avec les syndicats, avec les associations patronales. Je ne vais pas revenir sur beaucoup d'autres choses. Il y en a, on recommencerait... Nous y reviendrons peut-être à une autre occasion. Alors, avant de terminer, Grégoire Ohona, dites-moi, vous qui êtes au gouvernement depuis le 7 décembre 1997, donc plus de 23 ans, lorsque le chef de l'État parle de... Vous faites le compte, hein. Ce sont des faits. Lorsque le chef de l'État parle de transition générationnelle, vous vous situez de quel côté? Du côté de ceux qui doivent passer la main ou du côté de ceux qui doivent continuer? C'est votre façon de dire que j'ai mis trop de temps au gouvernement. Merci. Mais là n'est pas le problème. Non, j'ai eu l'honneur, et je dis Dieu merci, j'ai eu l'honneur d'être appelé à servir mon pays à ce niveau. L'ai-je bien servi? L'ai-je mal servi? Je ne peux pas me juger. Il appartient à mes patrons, il appartient au Premier ministre d'apprécier mon travail, il appartient au chef de l'État qui m'a nommé d'apprécier mon travail, il appartient aux usagers de savoir si nous servons bien ou si nous servons mal. Je dois dire que je suis ministre, mais je suis à la tête d'une équipe. Je travaille avec cette équipe, il y a un secrétaire général, il y a des conseillers techniques, des inspecteurs, il y a des directeurs. C'est avec eux que je fais toutes ces réformes. Les faisons-nous bien, les faisons-nous mal, servons-nous bien, servons-nous mal. Je ne me situe qu'au niveau du serviteur de l'État que je suis. Si j'ai des capacités pour continuer à travailler, je serai heureux de continuer de travailler. La politique a ses règles. Je ne suis pas celui qui nomme, mais je suis celui qui doit tout faire pour bien faire le travail pour lequel on l'a nommé. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et nous travaillerons toujours avec vous à Actualité Hebdo, avec plaisir. Si je suis là. Monsieur le ministre, avec ces déclarations, on va considérer que notre ordre du jour est épuisé. Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, merci d'avoir accepté donc cette séance de travail un dimanche. C'est nous qui vous remercions et nous voulons vraiment insister auprès des travailleurs et des employeurs, féliciter les employeurs pour tous les efforts qu'ils ont faits pour conserver les emplois, continuer de créer des richesses et leur dire de ne pas désespérer de tout ce qu'ils demandent que le gouvernement fasse. On va continuer de dialoguer. Aux travailleurs, je leur demande de tenir bon parce que c'est difficile, mais les choses vont évoluer positivement. Je suis convaincu.
Mesdames et messieurs, c'est un pur bonheur d'avoir toujours votre attention. Un conseil avant de terminer, celui du poète et journaliste malgache Flavien Ranaïvo. Le travail, mes amis, seul fait l'homme. Travaillez donc en regardant votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.